Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici les récits du massacre de Kishiché. Ils ont redit de s'asseoir au bord du trou et ils ont commencé à les abattre. Du massacre de l'église adventiste de Kishiché, Michel a tout vu. Terrorisé, enfermé dans les toilettes extérieures de l'église, il priait pour que les terroristes du 1-23 ne les découvrent pas. C'était le 29 novembre dans le village de quelques milliers d'âmes perdues au milieu des collines du Nord Kivu où, selon les Nations Unies, plus de 170 civils ont été tués par les terroristes du 1-23. Ce matin-là, les terroristes redescendent sur Kishiché, bourgade de l'Est de la République démocratique du Congo, dont ils s'étaient emparés une semaine plus tôt après des combats contre l'armée congolaise et des milices locales. Des balles crépitent, les Maï-Maï, appellation de certaines milices communautaires, attaquent la colonne des terroristes du 1-23 et courent se cacher dans les habitations. Les massacres vont commencer. Depuis un an, les terroristes du 1-23, groupe armé majoritairement Tutsi, progressent dans les territoires congolais, prenant les contrôles de routes principales, s'emparant de l'agglomération et des postes frontalières. La prise de Kishiché s'inscrit aussi dans un combat du 1-23 contre les FDLR, groupe armé majoritairement Hutu, fondé par d'anciens responsables du génocide du Rwanda exilés en RDC. Et ces derniers ont installé depuis des années un de leurs bastions à proximité immédiate du village. 3 jours après le départ de Kishiché du 1-23, qui s'est retiré ces dernières semaines de plusieurs de ses positions, une équipe de l'agence France Presse a pu se rendre le 5 avril dans le village martyr et interroger les témoins. Chasse à l'homme, ce 29 novembre, les M23 se lancent dans une chasse à l'homme. Ils fouillent des maisons et abattent tous les individus masculins qu'ils trouvent. Ni des forces de sécurité congolaises, ni des casques bleus des Nations Unies sont intervenus. Ils ont commencé à tuer tous les sens, raconte Michel, mais les mains jointes au bord d'une des fosses communes creusées dans une bananeraie à 2 pas de l'église où seraient réfugiés des dizaines de personnes. Il disait que tous les hommes qui étaient ici devraient disparaître de la terre. Ce cultivateur de 40 ans se souvient de la mise à mort de ses voisins. Même les pasteurs et son fils, ils les ont tués. Et ce même Michel, qui considérait le père et Jemoussi comme son ami. Là-haut, il y a d'autres corps, s'exclame un habitant. Au sommet d'une colline, une position fortifiée du 1-23. Entre les tranchées creusées par ces terroristes et leurs postes d'observation, des douilles jonchent les sols. 100 mètres plus loin, 2 fosses semblent fraîchement creusées au milieu de pans de manioc. Il y a 4 personnes enterrées ici, explique un agriculteur. L'odeur de mort. Un peu plus loin, à bord de chemin, un premier corps en décomposition, et puis un deuxième, puis un autre. Ceux là sont des Maï-Maï. Ils avaient des gris-gris, assure un habitant à se couvant les nez. Et ces morts-là ne datent pas de novembre. Ils semblent avoir été tués il y a quelques semaines. L'odeur de chair putréfiée est insoutenable. L'homme vomit. Un petit groupe de femmes et d'enfants passe à côté sans regarder. Ils rentrent après une journée au champ. Mais Fabrice assure avoir été témoin avec certitude de la mort des 33 personnes qu'avec d'autres rescapés qui avaient été forcés par le 1-23 de les enterrer. Et certains corps étaient 2 de leurs proches. Ils parlent aussi d'une maison où ils ont entassé les troncs d'arbres sur des personnes qu'ils avaient tuées. Ils ont versé de l'essence et ont mis le feu. L'ONU a évoqué au moins 171 morts. Un notable du village a de son côté répertorié du 22 au 29 novembre 120 morts dont il a consigné les noms sur une liste de 3 pages écrite à la main qu'il extrait d'une cachette. Les Maï-Maï portaient les habits civils par-dessus les tenues militaires. C'est pour ça qu'ils ont commencé à entrer dans chaque maison. Poursuit cet homme, sous couvert d'anonymat bien sûr. Et s'il trouvait un garçon de 14 ans révolu ou un homme, il les tuait, même s'il n'avait pas d'armes. C'est comme ça que les gens ont été tués à Kishiché. Tromper la peur, une autre liste a circulé dans les villages qui ne comportait que 18 noms de victimes. Un témoin raconte qu'elle a été rédigée en présence du 1-23 lors de la visite début décembre de 3 personnes venues du Rwanda se présentant comme journalistes.
Les conclusions de leur enquête ont ensuite été diffusées dans des médias proches du régime rwandais. Des experts des Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis ont dénoncé les soutiens de Kigali à la rébellion, approvisionnement en armes et munitions et présence des troupes rwandaises sur les sols congolais. Autour d'une école utilisée comme base des M23, une dizaine d'enfants jouent au milieu des débris et de leurs salles de classe incendiées et emballages de but des mortiers. Les cours ont cessé le 22 novembre, date de la prise du village. Et depuis le départ de ces terroristes, la vie réinvestit les rues de Kishiché, mais les plaies sont béantes. Ni l'armée congolaise, ni la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans la région, ni les casques bleus ne sont venus assurer la sécurité d'habitants meurtris, ni occuper les vides laissés par les départs de 1-23. Aujourd'hui stationnés à une vingtaine de kilomètres au sud-est des villages, abandonnés à eux-mêmes, les habitants de Kishiché tentent de reprendre les cours de leur vie et de tromper la peur d'un possible retour de 1-23. Autre chose, les négociations sont en cours pour le renouvellement du SOFA, Statute of Force and Agreement, entre la RDC et la communauté d'États d'Afrique de l'Est, EAC, pour la force régionale déployée au Nord Kivu. Kinshasa souhaite le renouvellement du mandat pour 3 mois en attendant le retrait des terroristes du 1-23 des zones conquises dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo, mais aussi Masisi. Il y a des discussions en cours, notamment sur le renouvellement du SOFA, du mandat de l'EAC. Je pense que je ne dévoile pas un secret d'État, mais je pense que le renouvellement pourra se faire autour de 3 mois parce que nous estimons que si cette phase critique se déroule dans la sérénité, comme les choses sont prévues, il n'y aura pas besoin d'avoir cette force au-delà de ce délai, a indiqué le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya au cours d'un briefing à la presse le lundi. Le premier mandat de cette force régionale a expiré sur un ton critique, étant donné que les troupes déployées sur le terrain n'ont pas empêché l'avancée du 1-23 qui s'est emparé de plusieurs agglomérations. Des voix se sont levées, même pour réclamer les départs de cette force. Une réunion des ministres de défense des pays de l'EAC est projetée à Goma en vue d'évaluer les sanctions les actions de cette force pour des besoins d'efficacité sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la force régionale. Il y a de besoins que cela puisse être réajusté dans l'objectif pour nous tous de parvenir au respect du plan qui a été convenu, a ajouté le porte-parole. L'accord des statuts de force à l'étranger ou encore statut au SOFA qui avait été signé pour 6 mois renouvelables et cette entente juridique entre la RDC et l'EAC avait été à l'époque qualifiée d'historique. Elle charriait d'importants vœux du gouvernement et de la population de la RDC qui voyait en elle une solution rapide pour lutter non seulement contre les 1-23 mais aussi d'autres groupes armés. Actuellement, les militaires de tous les pays contribuent. Des troupes de la force régionale sont arrivées dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ces derniers sont des Sud-Soudanais et qui sont arrivés le dimanche 2 avril. Il y a aussi des Kenyans, il y a aussi des Ougandais qui sont venus. Voilà, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout laissez-nous un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.